Nos motivations sont incroyablement intéressantes. Je travaille sur cette question depuis quelques années et je trouve le sujet encore si incroyablement attrayant et intéressant. Donc, je tiens à vous parler de ce sujet. La science est vraiment surprenante, la science est un peu bizarre. Nous ne sommes pas aussi manipulables et aussi prévisibles qu'on pourrait le penser. Et il y a toute une série d'études incroyablement intéressantes, je veux vous en donner deux, qui remettent en question cette idée que si vous récompensez quelque chose, vous obtenez plus du comportement que vous voulez, si vous punissez quelque chose, vous obtenez moins. Allons à Cambridge dans le Massachusetts, la partie nord des États-Unis, où nous allons parler d'une étude réalisée au MIT, le Massachusetts Institute of Technology. Voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont pris tout un groupe d'étudiants et leur ont donné un ensemble de défis, des choses comme mémorisation de chaînes de chiffres, résoudre des puzzles de mots, d'autres types de puzzles spatiaux, même des tâches physiques comme lancer une balle dans un panier. Ok, ils leur ont donné ces défis et ils leur ont dit, pour motiver leur performance, on va vous donner trois niveaux de récompense. Donc si vous avez fait assez bien, vous avez une petite récompense monétaire. Si vous êtes moyen, vous avez une récompense monétaire moyenne. Et si vous avez vraiment bien fait, si vous êtes l'un des plus performants, vous obtenez une grosse somme d'argent. Bon, nous avons déjà vu ce film avant. C'est un schéma typique de motivation au sein des organisations. Nous récompensons les plus performants. Nous ignorons les moins performants. Et pour ceux du milieu, ben, vous obtenez un peu. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils font le test, ils ont les incitations, et voici ce qu'ils ont découvert. Tant que la tâche concernée n'implique que des compétences mécaniques, les primes ont fonctionné comme anticipé. Plus la récompense est élevée, meilleure est la performance. Ok, alors ça fait du sens. Mais voici ce qui se passe. Si la tâche exige des compétences cognitives, même rudimentaires, une récompense plus grande conduit à une moins bonne performance. C'est étrange, non? Une plus grande récompense a conduit à moins de performance. Comment est-ce que ça se fait? Maintenant, ce qui est intéressant à ce sujet, c'est que les gens qui ont fait tout cela sont des économistes. Il y en a deux du MIT, un de l'Université de Chicago et un au Carnegie Mellon. Le plus haut niveau de la profession de l'économie. Ils sont arrivés à cette conclusion qui semble contraire à ce que beaucoup d'entre nous ont appris en économie, qui est que plus la récompense est élevée, meilleure est la performance. Et ils disent qu'une fois que vous sollicitez des compétences cognitives rudimentaires, c'est dans l'autre sens. Ce qui semble être l'idée que ces récompenses ne fonctionnent pas de cette façon. Ça semble vaguement gauchiste ou socialiste, non? Ça ressemble à une sorte de complot socialiste bizarre. Pour ceux d'entre vous qui ont ces théories du complot, je tiens à souligner que le groupe socialiste notoirement de gauche qui a financé la recherche est la Banque de la Réserve fédérale américaine. Donc c'est le courant dominant qui est arrivé à une conclusion qui est tout à fait surprenante, qui semble défier les lois de la physique du comportement. C'est étrange, étrange et drôle à la fois. Alors que font-ils? Ils disent, ceci est bizarre, allons tester ailleurs. Peut-être que 50 dollars ou 60 dollars de prime, c'est pas très suffisant pour motiver un étudiant du MIT. Donc nous allons aller dans un endroit où 50 dollars, ben, c'est en fait plus significatif. Donc pour l'expérience, nous allons aller à Madurai en Inde. En Inde rurale, où 50, 60 dollars, ou quel que soit le chiffre, est en fait une somme d'argent importante. Ils ont donc répliqué l'expérience en Inde à peu près comme suit. Un manque de performance, les personnes reçoivent l'équivalent de 2 semaines de salaire. Un rendement moyen paye le salaire d'un mois. Une haute performance permet de recevoir 2 mois de salaire. Ok, donc ce sont de vraies bonnes incitations, de sorte que vous allez obtenir un résultat différent ici. Ce qui est arrivé cependant était que les gens à qui on offrait la récompense moyenne n'ont pas fait mieux que les gens à qui on offrait la petite récompense. Mais cette fois-ci, les gens à qui on a offert la récompense supérieure ont eu des résultats les pires de tous. Les incitations les plus élevées ont conduit à de moins bonnes performances. Ce qui est intéressant à ce sujet est qu'il n'est en fait pas tout à fait anormal. Cela a été repris maintes et maintes fois par les psychologues, les sociologues, les économistes et plus encore. Pour des tâches simples directes, ces types d'incitations, si vous faites cela, vous obtenez cela, sont super. Avec des tâches qui ont une algorithmique, un ensemble de règles que vous devez suivre tout le long et d'obtenir une bonne réponse, alors le si, alors, récompense des carottes et des bâtons est exceptionnel. Mais lorsque la tâche se complique, quand elle exige une certaine pensée créative ou conceptuelle, ce genre de motivation manifestement ne fonctionne pas. Le fait est que l'argent est un facteur de motivation au travail, mais d'une manière légèrement étrange. Si vous ne payez pas assez les gens, ils ne seront pas motivés. Ce qui est curieux là-dessus, c'est qu'il y a un autre paradoxe. La meilleure utilisation de l'argent comme un facteur de motivation est de payer assez les gens pour que la question de l'argent ne soit plus un sujet de discussion. Payer les gens assez de sorte qu'ils ne pensent pas à l'argent, et ils pensent à leur travail. Maintenant, une fois que vous faites cela, il se trouve qu'il y a trois autres facteurs
que la science nous décrit et qui conduisent à une meilleure performance. Pour ne pas mentionner la satisfaction personnelle, les facteurs sont l'autonomie, la maîtrise et le sens. L'autonomie est notre désir d'être autodirigé, de diriger nos propres vies. Maintenant, à bien des égards, les méthodes traditionnelles de management vont à l'encontre de cela. Le management est très bien si vous voulez de la conformité, mais si vous voulez de l'engagement, qui est ce que nous voulons dans la population active d'aujourd'hui, car les gens travaillent sur des problèmes plus complexes, des choses plus sophistiquées, l'autodirection, c'est mieux. Un exemple de forme radicale d'autodirection dans le lieu du travail qui conduit à de bons résultats, Atlassian, une société de logiciels australienne. Une fois par trimestre, le jeudi après-midi, ils disent à leurs développeurs: pour les prochaines 24 heures, vous pouvez travailler sur ce que vous voulez. Vous pouvez travailler de la façon dont vous voulez, avec qui vous voulez. Tout ce que nous vous demandons, c'est de montrer les résultats à l'entreprise au bout de ces 24 heures, lors d'une réunion conviviale. Il se trouve qu'un jour d'autonomie pure, non diluée, a conduit à toute une série de correctifs pour les logiciels existants, toute une série d'idées pour de nouveaux produits qui autrement ne seraient jamais apparus. Un seul jour. Cependant, ce n'est pas une incitation du style si, alors, ce ne sont pas le genre de choses que j'aurais fait il y a 3 ans avant que je connaisse cette recherche. J'aurais dit: vous voulez que les gens soient créatifs et innovants, donnez-leur un bonus d'innovation. Si vous faites quelque chose de cool, je vous donne 2500 euros. Atlassian ne font pas ça du tout. Essentiellement, ils disent: vous voulez probablement faire quelque chose d'intéressant, permettez-moi de vous laisser le faire. Un jour d'autonomie produit des choses qui probablement n'auraient jamais émergé. Maintenant, nous allons parler de la maîtrise. La maîtrise est notre envie de réussir à mieux faire ce que l'on fait. Nous aimons faire mieux certaines choses. C'est la raison pour laquelle des gens jouent des instruments de musique le week-end. Vous avez tous ces gens qui agissent de manière qui semble irrationnelle économiquement. Ils jouent des instruments de musique le week-end. Mais pourquoi faire? Ça ne peut pas leur permettre de trouver des compagnons, ça ne peut pas leur permettre de gagner de l'argent. Pourquoi le font-ils? Parce que c'est drôle. Parce que vous devenez de plus en plus performant et c'est satisfaisant. Remontez un peu le temps avec moi. Imaginez qu'un jour je suis allé voir mon premier professeur d'économie, une femme nommée Marie-Alice Schulman. C'est en 1983 et je lui dis: professeur Schulman, je peux vous parler après la classe pendant un moment? Oui, bien sûr. J'ai cette idée. J'ai eu cette idée pour un modèle de business. Je veux juste la valider avec vous. Voici comment ça fonctionnerait. Vous avez un tas de gens dans le monde entier qui font un travail hautement qualifié, mais ils sont prêts à le faire gratuitement. Sur leur temps personnel, 20, parfois 30 heures par semaine. Ok, elle vous regarde un peu sceptique là. Ah mais attendez, c'est pas fini. Et puis, ce qu'ils créent, ils le donnent plutôt que de le vendre. Ça va être énorme. Elle aurait vraiment pensé que j'étais fou. Très bien, je vous ai probablement déstabilisé là. Mais qu'est-ce que nous avons? Nous avons Linux qui fait tourner 1 sur 4 serveurs d'entreprise dans les sociétés du Fortune 500. Apache alimentant plus de la majorité des serveurs web. Wikipédia. Que se passe-t-il? Pourquoi les gens font cela? Pourquoi ces personnes, dont beaucoup sont techniquement sophistiquées, des personnes hautement qualifiées qui ont un emploi, ils ont un emploi et ils travaillent pour une rémunération à faire des choses difficiles, sophistiquées et technologiques. Et pourtant, au cours de leur temps personnel limité et de manière discrétionnaire, ils font tout ceci, sinon plus, de travail technique et sophistiqué. Non pas pour l'employeur, mais pour quelqu'un d'autre et gratuitement. Voilà un comportement économique étrange. Les économistes se posent la question: pourquoi font-ils cela? La réponse est extrêmement claire: challenge et maîtrise, ainsi que d'apporter une contribution. Voilà. Ce que nous voyons de plus en plus est une augmentation de ce qu'on pourrait appeler la motivation du sens. De plus en plus d'organisations veulent avoir une sorte de finalité transcendante, en partie parce que ça aide les employés à mieux travailler, en partie parce que c'est un moyen d'embaucher de meilleurs talents, de meilleurs employés. Et ce que nous voyons maintenant est que lorsque le motif du profit devient détaché du motif du sens, de mauvaises choses arrivent. Des mauvaises choses comme des produits merdiques, comme des services boiteux, comme un lieu de travail qui n'inspire personne. Lorsque le motif du profit est primordial, ou quand il devient complètement dissocié du motif du sens, les gens ne font pas grand-chose. De plus en plus d'organisations se rendent compte de ça et essayent de clarifier ce qu'est le profit de ce qu'est l'objectif. Et je pense que cela préfigure de quelque chose d'intéressant. Et je pense que les entreprises et les organisations qui sont en plein essor, qu'elles soient faites pour faire du profit ou à but lucratif ou quelque part entre les deux, sont animées par cet objectif. Permettez-moi de vous donner quelques exemples. Voici le fondateur de Skype. Il dit que notre objectif est d'être perturbateur, mais dans le but de faire du monde un endroit meilleur. Plutôt sympa. Voici Steve Jobs. Je veux mettre un ding dans l'univers. D'accord? Voilà ce genre de choses qui pourrait nous permettre de nous lever le matin et de faire la course pour aller jusqu'au travail. Je pense donc que nous sommes des maximiseurs de sens, pas seulement des maximiseurs de profit.
Je pense que la science montre que nous nous soucions de la maîtrise très profondément et la science montre que nous voulons être autodirigés. Et je pense que la leçon ici est que si nous commençons à traiter les gens comme des gens et non en supposant qu'ils sont tout simplement des chevaux ou un moyen, vous savez, des chevaux plus lents, plus petits, des chevaux qui se sentent meilleurs, si nous arrivons à dépasser ce genre d'idéologie, de carottes et de bâtons et d'examiner les données scientifiques, je pense que nous pouvons construire des organisations et une vie au travail qui nous améliore. Mais je pense aussi que ça nous permettrait de rendre notre monde un peu meilleur.